Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que personne ne vous dit vraiment quand vous apprenez le français, la manière dont les Français parlent dans la vraie vie. Et je vous préviens, c'est pas exactement ce qu'on trouve dans les manuels scolaires. Tu peux passer des années à apprendre le français et te retrouver complètement perdu quand t'entends une conversation entre natifs. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de petites habitudes, de raccourcis, d'expressions familières, et même des erreurs qu'on fait tous à l'oral. Et pourtant, c'est ça, le vrai français. C'est vivant, spontané, parfois un peu brouillon, mais tellement plus naturel. Alors si vous avez déjà eu l'impression de comprendre vos cours, mais pas les Français eux-mêmes, cet épisode est fait pour vous. Et franchement, je parle d'expérience. Moi aussi, j'ai étudié le français correct pendant des années, et la première fois que je suis venu en France, j'ai cru que j'avais appris la mauvaise langue. Les gens disaient « on » à la place de « nous », ils raccourcissaient les mots comme « après-midi » au lieu de « après-midi », ils posaient des questions sans inverser le sujet et utilisaient des expressions que j'avais jamais vues comme « c'est relou ». Du coup, au début, je comprenais rien. Mais à force d'écouter, d'observer, et de noter tout ça dans un petit carnet, j'ai fini par vraiment capter le truc. Et aujourd'hui, on va tout partager avec vous pour vous éviter ces mêmes galères. Allez, on commence tout de suite avec un des plus gros pièges, l'utilisation du mot « on ». Alors on commence avec un truc que j'ai remarqué chez tous les apprenants de français, ils utilisent « nous » tout le temps, comme dans « nous allons »,« nous pensons »,« nous voulons ». Ce qui est grammaticalement correct, bien sûr. Mais dans la vraie vie, les Français utilisent plutôt « on » dans presque toutes les situations où on devrait dire « nous ». Par exemple, au lieu de dire « nous allons au cinéma ce soir », on dira « on va au ciné ce soir ». C'est plus naturel, plus fluide, plus spontané. Et tu sais quoi ? Même dans des contextes un peu plus sérieux ou professionnels, on est souvent utilisé à l'oral. Il y a presque un côté un peu trop formel, voire distant, à dire « nous » à l'oral. Alors si tu veux vraiment sonner comme un natif, pense à switcher de « nous » à « on ». C'est un petit détail qui change tout. Je confirme. Quand j'ai commencé à parler avec des Français, j'utilisais « nous » tout le temps, parce que c'est ce qu'on m'avait appris. Et souvent, les gens me répondaient avec « on ». Ça me perturbait au début, je me disais « mais attends, il parle de quelqu'un d'autre ou bien ?» Et puis j'ai compris que c'était juste comme ça qu'on parle. Et aujourd'hui, j'avoue que je dis « on » tout le temps, même quand j'écris parfois des messages à des amis. C'est devenu naturel. Donc si vous voulez vraiment passer un cap à l'oral, entraînez-vous à utiliser « on » à la place de « nous ». Essayez même de reformuler des phrases de vos exercices, genre « nous avons fini » devient « on a fini ». C'est tout simple, mais super puissant pour mieux s'intégrer à la langue réelle. Alors là, on arrive à une des bizarreries les plus courantes du français parlé, dire « c'est », même quand on parle de plusieurs choses ou de plusieurs personnes. Normalement, la grammaire dit que si on parle au pluriel, on doit dire « ce sont ». Par exemple, « ce sont mes amis qui arrivent ». Mais en vrai, dans la vie de tous les jours, on entend presque toujours « c'est mes amis qui arrivent ». Et personne ne trouve ça bizarre. Pourquoi ? Parce que dans la langue parlée, on cherche l'efficacité, la rapidité, la fluidité. Le cerveau simplifie. On n'a pas envie de s'arrêter pour se demander si c'est grammaticalement parfait. Alors on dit « c'est » pour tout. C'est mes chaussures préférées, c'est des idées intéressantes, c'est les enfants du voisin. Même les journalistes à la radio le font parfois. C'est un bon exemple de ces « erreurs acceptées » qui font partie intégrante du français naturel. Je me souviens très bien d'avoir appris à dire « ce sont » à l'école. J'y tenais, je voulais parler un français parfait. Et puis un jour, j'ai dit fièrement à un ami français « ce sont mes colocataires ». Il m'a répondu du tac au tac « ouais, c'est des bons colocataires ». Et là, j'ai réalisé que personne autour de moi n'utilisait « ce sont » dans une discussion normale. En fait, ça sonnait presque prétentieux ou scolaire. Du coup, j'ai commencé à écouter plus attentivement, et j'ai remarqué que « c'est plus pluriel » est partout. Alors oui, si vous écrivez un texte formel, utilisez « ce sont ». Mais à l'oral ? Adoptez « c'est plus pluriel ». C'est un petit truc qui vous rendra tout de suite plus naturel et plus fluide. Alors là, on va parler d'un phénomène super intéressant et typiquement français, le présent de narration. C'est quand on raconte un événement passé, en utilisant le présent. Oui, c'est bizarre au début, surtout quand on apprend une langue de façon logique, mais en fait, c'est un outil génial pour rendre un récit plus vivant. Par exemple, au lieu de dire « hier, je suis allé au supermarché, j'ai pris des légumes, puis j'ai croisé une amie », on dira plutôt « hier, je vais au supermarché, je prends mes légumes tranquilles, et là, je croise une amie ». Et d'un coup, le récit devient plus vivant, plus visuel,
presque comme une scène de film qu'on rejoue devant quelqu'un. C'est très courant dans les conversations, les anecdotes, les podcasts, et même dans les journaux télévisés. Alors c'est important de savoir que ce n'est pas une erreur, mais bien un choix stylistique pour capter l'attention. Je dois avouer que la première fois que j'ai entendu ça, j'étais complètement perdu. Un Français me racontait son week-end et disait « Donc samedi, je me lève, je vais chez mes parents, on mange, et après on fait une balade. » Et moi je pensais « Attends, il me parle de maintenant ou de samedi dernier ?» J'ai mis un peu de temps à comprendre que c'était juste une façon de raconter l'histoire plus intensément. Et aujourd'hui, je l'utilise moi aussi, surtout quand je veux raconter un truc drôle ou surprenant. Essayez, c'est vraiment cool. Et petit conseil, quand vous entendez quelqu'un raconter une histoire avec des verbes au présent, demandez-vous si ce n'est pas du présent de narration. C'est un super exercice d'écoute pour mieux comprendre le français parlé. Alors ça, c'est un classique. Quand on apprend le français, on nous enseigne « Est-ce que tu veux venir ?» ou encore pire « Veux-tu venir ?» C'est correct, c'est même élégant, mais à l'oral, personne ne parle comme ça. Ce qu'on fait naturellement, c'est juste utiliser l'intonation. On monte la voix à la fin, et voilà. On dit « Tu viens » ou « Tu veux un café ?» Et parfois, pour rendre ça encore plus oral, on ajoute un petit « quoi » ou « que » à la fin. Genre « T'as fait quoi hier ?» ou « Tu veux quoi ?» C'est super fréquent et complètement naturel. Exactement. Et franchement, au début, je pensais que c'était une faute de français. Je me disais, mais où est l'inversion sujet-verbe ? Et maintenant je réalise que c'est juste la vraie vie. En fait, si tu veux parler comme les Français, oublie un peu la grammaire scolaire. Écoute les séries, les conversations dans la rue. Tu verras que les questions, elles sont simples, directes, vivantes. Pas de formalisme. Juste l'essentiel, et beaucoup d'intonation. Entraîne-toi devant le miroir, tu m'écoutes, t'as compris, on y va. C'est ça, le français naturel. Alors là, on entre dans un univers fascinant du français parlé, l'éthique de langage. Tu sais, ces petits mots ou expressions qu'on place partout sans même s'en rendre compte. Des trucs comme « donc »,« du coup »,« en fait »,« genre », bref. Ils ne servent pas toujours à dire quelque chose de précis, mais ils rythment la conversation. C'est un peu comme la ponctuation orale. Par exemple, quelqu'un va dire « donc, j'étais au boulot », et genre « mon boss arrive », et là, du coup, je dois tout refaire. Aucun de ces mots n'est vraiment indispensable à la phrase, mais ils donnent du style, de l'émotion, et surtout, ils rendent la langue parler plus fluide. Et ce qui est drôle, c'est que chacun a ses préférés. Certains disent du coup toutes les deux phrases, d'autres abusent de en fait ou genre. On ne s'en rend pas compte, mais ça devient presque une signature personnelle. Oui, complètement. Et au début, je pensais que ces mots, c'était juste du bruit. Je me disais, pourquoi ils disent toujours donc ou du coup ? Mais après, j'ai compris que ces expressions jouent un rôle social. Elles te donnent le temps de réfléchir, elles montrent que tu es engagé dans la conversation. Par exemple, si tu dis « en fait, je sais pas trop », ça montre que tu es en train de chercher tes mots. Et puis, ça aide à paraître plus naturel. Alors maintenant, j'essaie d'en utiliser un peu, pas pour faire comme tout le monde, mais pour mieux m'intégrer dans les discussions. Si vous apprenez le français, notez ces petits mots quand vous les entendez, et essayez de les intégrer peu à peu. Ça rend votre français plus vivant, plus humain. Tu sais ce qui est typique dans le français parlé ? C'est qu'on adore raccourcir les mots, surtout les plus longs. Par exemple, on va rarement dire « examen », on dit plutôt « examen ». Après-midi devient « aprèm », université, c'est « fac ». C'est une habitude très ancrée dans l'oralité. Et parfois, ce n'est pas juste plus court, c'est carrément transformé. Par exemple, hôpital devient hosto, cinéma devient ciné. C'est comme si on voulait rendre les mots plus légers, plus rapides à dire. Et ce n'est pas que chez les jeunes. Même les adultes et les personnes âgées le font. C'est un vrai trait du français vivant. Alors si un jour tu entends quelqu'un dire « je vais à l'hosto » ou « on se retrouve à la fac », ne panique pas. Ce sont simplement des formes familières. Oui, au début, c'est super déroutant. Je me souviens, la première fois que quelqu'un m'a dit « on va à l'après-midi chez Léo », j'ai cru que « après » était un prénom. Et hosto, je pensais que c'était de l'argot un peu vulgaire, mais non, c'est juste courant. Et c'est drôle, parce qu'une fois que tu les connais, tu commences à les utiliser naturellement. C'est aussi un bon moyen de mieux comprendre les séries, les vidéos YouTube, ou même les messages entre amis. Je conseille vraiment aux apprenants de se faire une petite liste de ces mots raccourcis et de les mémoriser petit à petit. Ça donne un côté plus fluide à ton français, et surtout,
tu passes moins de temps à réfléchir quand tu entends quelqu'un parler vite. Ah, le vocabulaire familier et l'argot, c'est vraiment ce qui donne toute la couleur au français parlé. Quand on écoute une conversation entre amis, on entend des expressions comme « fais gaffe »,« c'est relou »,« il est ouf »,« j'ai la flemme » ou encore « c'est la galère ». Et parfois, ces mots ne sont pas du tout enseignés dans les cours de français traditionnels. Pourtant, ils sont partout. Dans les films, dans les séries, dans les vidéos sur les réseaux. Et le plus important, c'est qu'ils permettent vraiment de se connecter avec les natifs. Quand tu dis à quelqu'un « je suis crevé » au lieu de « je suis fatigué », tu passes direct dans un registre plus naturel, plus authentique. Et franchement, ça fait plaisir à entendre. C'est comme si tu parlais vrai français. Exactement. Je me souviens, au début, je comprenais rien quand mes amis disaient « il m'a lâché un vent » ou « on s'est pris une cuite ». Je me disais « mais c'est quoi ce langage ?» Et maintenant, je trouve ça génial. L'argot, c'est vivant, ça évolue, ça change d'une région à l'autre, mais c'est aussi ce qui rend la langue si humaine. Bien sûr, il faut faire attention à quand et avec qui on l'utilise. Tu ne vas pas dire « c'est relou » à ton patron. Mais entre amis, c'est parfait. Mon conseil ? Note les mots familiers que tu entends souvent, cherche leur sens, et essaie de les utiliser doucement. Ça t'aide à mieux comprendre les autres et à te sentir plus à l'aise dans une vraie conversation. Tu sais Alex, je pense que c'est important de rappeler à nos auditeurs que tout ce qu'on dit ici, ça reste basé sur notre propre expérience du français parlé. Le langage évolue, il change selon les régions, les générations, les milieux sociaux, donc ce qui nous semble normal ou habituel ne l'est pas forcément pour tout le monde. Par exemple, moi je viens du sud de la France, et certaines expressions que j'utilise ne sont pas du tout employées à Paris. Et inversement. Et puis, le français parlé par les jeunes aujourd'hui est très différent de celui qu'on utilisait il y a 20 ans. C'est pourquoi il faut toujours garder un esprit ouvert. Ce n'est pas parce que tu n'as pas appris quelque chose dans un manuel que ce n'est pas correct à l'oral. Le français réel, celui qu'on parle tous les jours, il est fait de nuances, de contexte, de codes partagés. C'est clair. Et même moi, en tant qu'étranger, j'ai remarqué qu'en vivant à Lyon, je n'entends pas toujours les mêmes expressions qu'à Paris ou à Lille. Et parfois, des amis français me corrigent, puis un autre ami me dit l'inverse. Au début, c'est perturbant, mais j'ai compris que c'est juste la diversité naturelle du français parlé. Il ne faut pas chercher à tout standardiser. Il faut écouter, observer, s'adapter, et parfois choisir ce qui nous semble le plus naturel pour nous. Donc si nos auditeurs entendent d'autres versions ou remarquent des différences, c'est totalement normal. Le plus important, c'est de comprendre et se faire comprendre, pas d'avoir une version parfaite du français. Si on a voulu créer ce podcast, c'est surtout pour aider les apprenants à mieux comprendre le français tel qu'il est vraiment parlé. Parce que, soyons honnêtes, il y a souvent un énorme fossé entre le français des livres et celui qu'on entend dans la rue ou dans une conversation naturelle. On veut casser cette barrière. Il ne s'agit pas juste d'apprendre les règles, mais de sentir la langue, de la vivre. Quand on connaît les petites habitudes de langage, l'éthique, l'argot, ou encore les structures orales spécifiques, on se sent tout de suite plus à l'aise pour comprendre et pour parler. Et ce qui est génial, c'est que ça donne confiance. Tu n'es plus bloqué par la peur de faire une erreur grammaticale, parce que tu sais que dans la vraie vie, les natifs ne parlent pas comme dans les manuels. Oui, et pour moi, la pratique est le mot-clé. Comprendre, c'est super. Mais pratiquer, c'est indispensable. Il ne faut pas attendre de parler parfaitement pour se lancer. Tu entends quelqu'un dire « c'est relou, j'ai la dalle ». Note-le, répète-le, utilise-le. C'est comme ça que tu progresses. Ce qu'on essaie de faire ici, c'est de te donner des outils concrets, des exemples réels, des contextes vivants, pour que tu puisses, petit à petit, intégrer ces éléments dans ta propre façon de parler. Et surtout, que tu te sentes légitime de parler français, même si ce n'est pas parfait. Parce que le but, ce n'est pas la perfection, c'est la communication. Tu sais Alex, si je devais donner un seul conseil à ceux qui apprennent le français, ce serait « exposez-vous un maximum au français oral authentique ». Pas juste les dialogues des manuels ou les exercices d'écoute très clairs et lents. Non, je parle de la vraie langue, les podcasts natifs, les vidéos YouTube, les séries françaises, les interviews, les documentaires. Même si au début, on ne comprend pas tout, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de s'habituer au son, au rythme, aux expressions, à la vitesse naturelle. Le cerveau commence à reconnaître des structures, des mots qui reviennent. Et petit à petit, on comprend de plus en plus. C'est un peu comme vivre dans un bain linguistique sans quitter son salon. Exactement. Je me souviens que quand j'ai commencé à écouter des podcasts en français, j'étais complètement perdu. Les gens parlaient vite,
il y avait des blagues, de l'argot, des mots coupés. Mais j'ai persévéré. Et aujourd'hui, c'est ça qui m'a le plus aidé à progresser. Parce que c'est dans ce type de contenu qu'on entend le vrai français. En plus, on apprend plein de choses sur la culture, les habitudes, les références locales. Ce n'est pas juste une langue, c'est une manière de vivre. Et puis, c'est motivant. Regarder une série française ou écouter une discussion entre deux amis, ça donne envie de comprendre, de participer. Alors oui, à tous ceux qui nous écoutent, plongez dans le français réel. Laissez tomber la peur de ne pas tout saisir. Avec le temps, l'oreille s'adapte, et vous aussi. Tu sais ce qui fait vraiment la différence quand on apprend une langue? C'est pas seulement la grammaire ou le vocabulaire scolaire, c'est l'attention aux détails, aux petits mots qu'on entend au détour d'une conversation. Moi, je conseille toujours aux apprenants de se créer un carnet ou même une simple note dans leur téléphone où ils notent les expressions familières ou argotiques qu'ils rencontrent. Par exemple, quand tu entends quelqu'un dire « je me casse » au lieu de « je pars » ou « j'ai la flemme » à la place de « je n'ai pas envie », tu le notes. Et tu marques aussi dans quel contexte tu l'as entendu. Parce que ces expressions, on ne les trouve pas toujours dans les manuels, mais elles sont omniprésentes dans le français parlé. Les noter, c'est déjà un pas vers l'appropriation. Je suis entièrement d'accord, Camille. En fait, c'est même une technique que j'ai utilisée moi-même quand j'apprenais. J'avais un petit carnet avec plein d'expressions entendues dans les films, les séries, ou même les vidéos YouTube. Et ce que je faisais, c'est que j'essayais de les réutiliser dans mes propres phrases. Parfois je les disais à voix haute, tout seul, juste pour m'entraîner. Et c'est fou comme on finit par s'en souvenir, surtout quand on associe l'expression à une situation ou à une émotion. Par exemple, j'ai jamais oublié « c'est chaud » après avoir entendu un personnage l'utiliser dans un moment de stress. C'est vivant, c'est concret. Alors vraiment, prenez cette habitude, notez, relisez, et surtout, osez les utiliser. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. Et j'espère vraiment que vous avez pris conscience que le français parlé, celui qu'on entend tous les jours dans les rues, les cafés, les films, il est bien différent du français des manuels scolaires. C'est pas une mauvaise nouvelle, au contraire. C'est une opportunité de vous rapprocher de la vraie langue, de celle que les gens utilisent pour vivre, rigoler, râler, s'émouvoir. Et comme on l'a vu aujourd'hui, il ne s'agit pas de tout apprendre d'un coup, mais de remarquer, petit à petit, ces petites choses, l'usage de « on » à la place de « nous », les « c'est » plus pluriel, l'éthique de langage, l'argot, les questions sans inversion. Et surtout, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Parler comme un natif, ça vient en pratiquant, pas en récitant des règles. Soyez curieux, soyez attentifs, et amusez-vous avec la langue. Oui, exactement. Et n'oubliez pas que c'est en vous immergeant dans le vrai français que vous allez progresser le plus naturellement. Écoutez des podcasts, regardez des séries, observez comment les gens s'expriment, notez ce que vous entendez, et surtout, utilisez ce que vous apprenez. Même si c'est juste une expression par jour. Même si au début, vous hésitez. Il faut oser. C'est comme ça que vous allez petit à petit construire un français vivant, fluide, et surtout personnel. Et on est là pour vous accompagner dans ce processus. Alors merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, et surtout, continuez à aimer la langue, à l'écouter, à la parler. À bientôt pour un prochain